Je vais vous parler de la télévision. C'est un sujet qui a été énormément étudié dans la littérature scientifique. Je vais me placer ni d'un point de vue politique, ni d'un point de vue de sociologue. Bourdieu, Chomsky, ces gens-là l'ont fait beaucoup mieux que moi. Je vais me placer d'un point de vue strictement scientifique. Donc ce que je vais vous dire, c'est ce qu'il y a dans la littérature scientifique, médicale, en neurosciences. Et je vais m'en tenir à ça. Et c'est vrai que c'est déjà pas mal, tout ce qu'il y a. Donc voilà. Si vous avez des questions, si je vous perds dans la nature, parce que des fois je me perds tout seul, mais je perds les gens aussi, n'hésitez pas à m'interrompre. Si vous êtes un peu trop timide, faites-moi une grimace et je comprendrai que je vous ai perdu. Et puis on va y arriver. Alors la télévision, d'abord juste une ou deux idées reçues, si ça marche. Le PowerPoint c'est autant pour moi que pour vous, parce que comme ça je me perds pas non plus trop. Ouais, bon. Alors, le grand truc, c'est que la télévision, c'est même plus la peine de s'y intéresser parce que c'est vraiment le média déserté. Les jeunes ne la regardent plus, ils sont tous barrés de la télévision. Ils sont tous sur Internet. Alors quelques citations comme ça, à droite, à gauche. Désolé pour les gens qui sont de mon âge et plus vieux, mais sachez que la télévision est devenue un média de vieux. Donc si vous la regardez, voilà, c'est une tapisserie accrochée au mur. Les jeunes ne la regardent plus, ça inquiète les télécrates. Voilà, les jeunes se détournent de la télé pour Internet. Donc ça, c'est ce qu'on nous raconte tout le temps sur la télévision. En général, il y a des études qui le montrent, des études qui sont faites très souvent par des sociétés qui vivent de la publicité sur Internet. C'est un peu par hasard. Voilà. La réalité, ça c'est juste le dernier article du Point, tiens, qui vient de sortir. Je ne suis pas un grand fan du Point, quoique. Les Français se gavent de télévision. Juste pour vous montrer que l'année passée, en 2011, c'est 3h47 en moyenne. On a regardé la télévision. On a augmenté de plus d'un quart d'heure. C'est le nouveau record. Et tous les ans, ça augmente. 3h47 pour les 4 ans et plus, pour vous donner une idée. C'est 11 ans, si vous arrivez jusqu'à l'espérance de vie à 80 ans, c'est 11 ans de votre vie que vous aurez passé devant la télévision. Sans dormir, sans manger, sans faire pipi. Si vous êtes à peu près normaux et que vous êtes comme moi et que de temps en temps, il faut que vous y alliez et puis il faut que vous dormiez un peu, si on compte 7h30 à 8h pour ça, vous aurez passé à peu près 18 ans de votre vie devant la télévision. À l'espérance de vie. Donc c'est pas des choses qui sont négligeables. Et surtout, ça augmente. Bon, alors celui-là, il est vilain, c'est juste pour moi, vous verrez rien, mais c'est pas grave, c'est juste pour la musique. C'est juste pour vous montrer que ça a augmenté. Ça, c'est Médiamétrie. C'est le tableau qui est publié par Médiamétrie, qui regarde un peu les consommations télévisuelles, et c'est le dernier. Alors l'année passée, les 15 ans et plus, ils ont augmenté de 17 minutes, ils sont à plus de 4 heures par jour de télévision. On se dit 4 heures, moi je regarde pas, ça va vite, vous rentrez à 19h, vous la mettez, vous regardez le journal, 1, 2, 3, Docteur House, et hop, ça fait 4 heures. Voilà, donc plus 17 minutes. Alors les enfants de 4 à 14 ans, plus 6 minutes, ils sont à 2h20. Sauf que ces 2h20, ça ne tient pas compte, on sait normalement, notamment pour les 4-10 ans, qu'il y a une grosse consommation de DVD, et ça, c'est pas compté par Médiamétrie. En gros, on est plus à 2h40, 2h45. Là encore, pour vous donner un ordre d'idée de ce que ça représente, ça veut dire qu'à la fin de l'année, si vous comptez en moyenne combien de gamins il a passé devant la télé, combien d'heures il a passé, combien d'heures il a passé à l'école, il a passé plus d'heures devant la télévision que devant son instituteur. Il ne faut donc pas s'étonner que ça ait quelques effets. Alors ça, c'est les fameux digital natives. C'est ceux qui sont nés avec un ordinateur dans le berceau, tout ça, qui ne regardent plus la télé. Ce sont des geeks, des multitaskers, des fous furieux. Et ben eux, plus 7. Ils sont à 2h45 par jour. Et ça augmente. Ça augmente en France, ça augmente aux États-Unis, ça augmente en Allemagne, ça augmente partout. Plus ils passent de temps, plus des études sur les jeunes, plus ce sont ceux qui passent le plus de temps sur l'ordinateur et sur les jeux vidéo, qui en plus passent le plus de temps sur la télévision. J'y reviendrai pas, mais c'est pas des activités qui se phagocytent les unes les autres. Les activités qui sont phagocytées par les écrans, c'est le sommeil, notamment, c'est les activités sociales, c'est les activités culturelles, etc. Donc dire, comme je l'ai entendu, franchement, leur supprimer la télé, c'est pas une bonne idée, ils vont tous se jeter sur Internet, c'est pas vrai. La télé, ils la regardent plus, ils la regardent d'autant plus qu'ils passent de temps sur Internet, et c'est d'autant plus vrai que maintenant, la télévision, avant, elle vous enchaînait à votre canapé, et maintenant, elle vous suit partout. Elle vous suit sur votre ordinateur portable, sur votre téléphone portable, donc tout ça, ça va pas s'arranger, il n'y a pas d'études en France. Il y a une étude aux États-Unis qui vient de sortir qui montre que ces nouveaux usages, c'est-à-dire la télé en dehors du salon, celle qui vous emmenez dans votre téléphone, celle qui vous emmenez sur votre ordinateur, c'est déjà 1 heure par jour. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui sont enseignants et qui sont enseignants à l'université, extraordinaire, il a fallu mettre des ordinateurs partout, parce que les étudiants ne peuvent plus écrire, maintenant ils tapent avec des claviers, et quand vous passez dans les rangées, comme ça, les ordinateurs ils se ferment tous les uns après les autres. Et de temps en temps, vous avez un demeuré qui s'est endormi, et vous avez au choix un match de foot, la dernière fois c'était Lens, etc., etc. Donc vous n'êtes jamais en retard d'une guerre. Donc voilà. Donc quelle que soit la catégorie d'âge, ça augmente. Pour les 50 ans et plus, ça a augmenté de quasiment 25 minutes. C'est-à-dire qu'on regarde de plus en plus la télévision.
quel que soit notre âge. Et ça, c'est vraiment un message important parce que on a tendance à nous dire que c'est pas très vrai. Voilà. Alors celle-là, je l'aime. Quand vous allez faire une conf sur la télévision, les gens vous disent « Ouais, mais oh, garçon, c'est culturel la télévision. » Il y a des super films. Il y a des documentaires aux petits oignons. Et voilà, un petit sondage IFOP qui, moi, me fait mourir de rire. Donc quand vous demandez aux gens ce qu'ils aiment à la télévision, ils aiment les documentaires. Le cinéma, mais le bon, pas Rocky, le vrai cinéma, le truc d'auteur, quoi. Et alors ce qu'ils détestent, mais alors vraiment ce qu'ils vomissent par-dessus tout, c'est la télé-réalité tout en bas, vous le voyez peut-être pas là, mais le petit truc là qui a peine à dépasser, là, qui ressemble à un zizi tout mou, c'est la télé-réalité. Voilà, et voilà. Et alors quand vous demandez aux gens vraiment ce qu'ils aiment comme documentaire, ils vont vous dire les voyages, la découverte, les trucs sur les animaux, l'histoire. L'histoire ça tombe bien, il y en a plus à l'école, mais il y en a à la télé maintenant. Les arts, la musique, le théâtre, bref. Voilà à quoi ressemble notre télévision et ce que sont les souhaits des gens. Et voilà les chaînes qu'aiment les gens parce qu'elles y trouvent des bons documentaires. Arte, 45%. Un carton, première chaîne. Cherchez pas TF1, ils sont tout en bas. Là, voilà. Donc personne ne regarde TF1. Et Planète, les gens aiment bien Planète. Voilà. Alors ça, j'ai pas pu vous mettre les 100, mais ça vient de sortir. C'est les 100 meilleures audiences de l'année passée, ça c'est les 20. Cherchez pas les documentaires, ils y sont pas. Vous en trouverez pas. C'est un mystère des sondages. Alors vous trouverez du rugby, vous trouverez Claire Chazal accouchant DSK sur son canapé, et vous trouverez des super films d'auteur, Le Mentaliste, Dr House, Esprit criminel, j'ai jamais vu, mais ça doit être du même acabit, je pense, et encore du rugby. Et c'est pareil dans les 100. Donc si vous cherchez un documentaire dans les 100, c'est même pas la peine de vous déplacer, vous l'aurez pas. Et voilà les audiences réelles. Alors je vous rappelle quand même celle-là. Nous avons plébiscité Arte quand même. Alors Arte, cherchez en bas. Hein. Ceux qui sont au fond, vous allez avoir du mal. Donc TF1 est tout en haut. Arte, Arte 1,5% d'audience. Voilà. Planète, elle y est pas, c'est 0,01 quelque chose. Animaux, c'est encore moins. Je ne sais pas si elle existe. Voilà. Sur la même feuille. Pardon ? On va mettre les deux sur la même feuille. Ouais. C'est vrai. Bon. Donc voilà. Je l'ai pas fait. Du coup, je passe pas un blaireau. Bref. Donc voilà. Simplement, ce que je veux dire par là, que les gens regardent TF1, je m'en fous. Enfin, ça m'arrache un peu l'âme pour leurs enfants, mais c'est pas très important. Ce qui est important de comprendre ici, c'est que la télévision, contrairement à ce qu'on nous dit, qu'on essaie de nous faire croire, c'est pas un espace culturel. La télévision, c'est pour les gens un espace de divertissement entre guillemets, et c'est surtout pour les gens qui la produisent un espace commercial. Je vais vous ressortir une formule de Patrice Lelay dont on a entendu qu'un petit bout, mais qui me paraît quand même intéressante de rappeler parce qu'il y en a quelques-uns qui l'ont raté quand même. C'est la chose la plus honnête que quelqu'un ait jamais dit sur la télévision. Et le mec, il en a pris plein la courge. Comme quoi, il ne faut pas toujours être très honnête. Hop, là voilà. Donc Lelay nous a dit, je vous la lis, pour ceux qui ne voient pas, soyons réalistes. À la base, le métier de TF1, c'est d'aider Coca-Cola, par exemple, à vendre son produit. Pour qu'un message publicitaire soit perçu, il faut que le cerveau du téléspectateur soit disponible. Quel joli mot. Nos émissions ont pour vocation de le rendre disponible, c'est-à-dire de le divertir, de le détendre, pour le préparer entre deux messages. Ce que nous vendons à Coca-Cola, c'est du temps de cerveau humain disponible. Le gars qui est dans son canapé, qui se prend pour le roi du pétrole et qui zappe comme une bête comme ça le soir et qui se dit c'est moi le chef, bah ouais, le mec, il a un peu le même statut qu'un paquet d'esquimaux dans un frigo de supermarché, c'est-à-dire que c'est ce que Patrice Lelay va capter, enfin lui et ses comparses, il va capter, et puis va vendre aux annonceurs. C'est-à-dire quand vous regardez la télévision, c'est pas vous le chef, c'est pas vous qui avez la plus grosse, comme on dit chez moi, c'est vous le produit. Je vous attrape, je vous vends, et plus j'en ai attrapé, et plus je vends ça cher. En gros, voilà le principe. Donc la télévision, il ne faut pas perdre de vue que c'est un espace commercial. C'est d'abord un espace de divertissement et c'est un espace commercial. Et quand le lait dit disponible, franchement, il rigole pas. Alors j'aurai peut-être pas le temps de le détailler, mais vous êtes jamais demandé pourquoi il y avait autant de violence à la télévision? Bah, c'est tout bête, c'est pour rendre le cerveau disponible. Parce qu'on s'est rendu compte, les neurophysiologistes savent ça depuis des dizaines d'années, que quand vous êtes soumis à un stress, quand le cerveau est soumis à un stress ou à une anxiété, il retient beaucoup mieux les messages qui viennent derrière. Ça se comprend au niveau évolutif. Quand vous avez été dans une situation difficile, vous avez intérêt à vous en souvenir pour pas vous remettre dans une situation difficile. La publicité, la violence tire profit de ça. Souvent, vous avez un pic de stress. Ils vous arrêtent juste au moment où ils vous mettent la pub, simplement parce que vous retenez beaucoup mieux le message publicitaire. Il y en a parmi vous qui connaissent le chien de Pavlov, sûrement. Le chien de Pavlov, c'est tout con. Vous lui amenez à manger en même temps que vous faites sonner la cloche. Puis au bout d'un moment, vous faites sonner la cloche et il se met à baver parce qu'il a été conditionné. Il croit que la nourriture arrive. Vous le conditionnerez beaucoup plus vite si vous le stressez avant.
Le spectateur, c'est pas tout à fait un chien de Pavlov, quoique nous sommes un peu des mollusques évolués, mais on y arrive aussi avec des programmes violents, par exemple. Alors juste pour savoir que ces gens-là sont pas des poètes, on nous dit parfois, ouais, mais quand même, il y a des garde-fous. Juste deux slides, ça mériterait un topo complet sur ce qu'on appelle maintenant le neuromarketing. Alors c'est un mot pompeux pour dire, il y a des failles dans le cerveau, j'y reviendrai. Il y a pas de plus. Moi, je travaille sur le cerveau. Je suis chercheur en neurosciences, chercheur à l'INSERM. Je travaille sur le développement cérébral. Le cerveau, c'est une mécanique extraordinaire. Mais c'est con. Mais c'est con un cerveau. Il n'y a pas plus con qu'un cerveau. Je m'excuse de le dire aussi grossièrement. C'est plein de failles, c'est plein de trous. Et quand vous arrivez à rentrer dans les trous, vous arrivez à faire passer des messages, ou en tout cas, vous arrivez à orienter le comportement des gens. Et c'est ce qui se passe, et c'est ce que fait, ce qu'ils appellent pompeusement le neuromarketing. Un petit exemple ici. Une citation parmi d'autres. Alors, c'est un neurochirurgien qui a un grand sens de l'éthique à l'évidence, et c'est un professeur émérite, je vous prie, pas n'importe lequel, à HEC, grande école de commerce, comme chacun sait, et qui nous explique, ils ont monté une boîte privée, évidemment, pour faire du pognon, ça se fait. Visez le petit, préparez votre cible, marquez-la au front le plus tôt possible, seul l'enfant apprend bien. Les cigarettiers et les limonadiers, donc les vendeurs d'alcool, savent que plus tôt l'enfant goûtera, plus il sera accro. Les neurosciences ont appris aux entreprises des âges idéaux auxquels un apprentissage donné se fait le plus facilement. C'est-à-dire qu'on va mettre tout le savoir acquis par la recherche fondamentale au service de la publicité. On n'est plus dans la publicité que moi j'avais quand j'étais gamin. Le mec il venait, il nous mettait le pot de Banania. Banania c'est bien, on avait envie, on n'avait pas envie d'acheter le Banania, ou la mère Denis là qui venait vendre son lave-vaisselle. Là on est vraiment dans des processus qui vont frapper le système en dessous de sa ligne de flottaison. On passe en dessous. On fait rentrer des messages à l'insu du système. Si le mot viol a un sens en français, on est vraiment dedans. Obtenir quelque chose de quelqu'un à son insu et contre sa volonté. Alors, pour ceux qui penseraient que j'exagère, ces gens-là ont été le sujet d'un petit reportage. Si j'arrive à le mettre en marche et que mon truc veut bien apparaître un jour, le voilà. Un petit reportage au JT de France 2. Heureusement, il y en a qui passent chaque fois. Donc, voilà, je vous le laisse. C'est juste une illustration. Cela s'appelle le neuromarketing. Une discipline très récente. En 2004, un chercheur américain publie dans la revue Neurone une étude choc. Plutôt Pepsi ou plutôt Coca? Quand les volontaires testent à l'aveugle, leur cerveau fait appel à la zone du goût. Désactivée, ils préfèrent le Pepsi. Mais... Voilà, donc je fais partie apparemment des quelques vieux cons que ça choque. C'est mettre au service du profit, du marketing, de la publicité, l'ensemble des savoirs des neurosciences encore fondamentales. Pour que l'étude Coca-Cola soit bien claire pour tout le monde, c'est un Américain qui a publié ça, quand vous achetez, quand vous demandez aux gens ce qu'ils préfèrent, ils préfèrent Coca. 70% des gens, en gros, préfèrent Coca. Si vous leur faites goûter en aveugle, c'est-à-dire si vous enlevez l'étiquette et que vous leur faites goûter du Coca et du Pepsi, ils préfèrent le Pepsi. Le Pepsi a meilleur goût. Si vous mettez les gens dans une machine IRM qui permet de récupérer l'activité cérébrale et que vous leur faites boire du Coca et du Pepsi en aveugle, vous apercevez que la zone qui répond, la zone du choix, c'est la zone du goût. Alors il y a tout un réseau pour le goût, mais il y a une zone qui répond particulièrement qu'on peut bien identifier. Donc vous choisissez vraiment sur le goût. Si je vous mets une étiquette dessus, même si je vous mets du Pepsi dans la bouteille du Coca, quel que soit ce que je vous mets d'ailleurs dans la bouteille de Coca, c'est plus et que je vous fais comparer, c'est plus la zone du goût qui va répondre. Elle va s'effacer, elle est partie de l'image. Et les zones qui répondent, c'est des zones plus en avant, plus frontales, c'est des zones qui sont liées notamment à la mémorisation. Donc à la publicité. Donc littéralement, la marque, elle a été inscrite dans vos neurones. On n'a pas l'impression, mais c'est passé quand même. Des gamins, il y a plein d'études de publicité, je vais pas y passer longtemps, mais des gamins, si vous prenez la même frite qui sort de la même patate et qui sort du même bac, vous prenez un papier McDo que vous posez sur la table, avec le petit M là de l'autre côté, et vous prenez un papier quelconque, les gamins, ils vont à plus de 80% choisir la frite McDo, ils vont la trouver super meilleure. Vous leur faites goûter. Pareil pour les carottes, faut le faire quand même. Les nuggets, etc. Donc il y a plein d'études comme ça qui montrent qu'effectivement, et c'est pas une surprise, les gars dépenseraient pas des millions et des millions et des millions d'euros chaque année si ça marchait pas. Nous, la pub, ça marche pas. Ça marche pas. Donc voilà. Donc ça, c'est juste pour montrer que la télévision, c'est pas vraiment un espace culturel et c'est pas vraiment non plus un espace éthique où on s'occupe, contrairement à ce qu'on nous dit, de ce qui arrive à nos enfants. Et j'y reviendrai tout à l'heure, notamment je prends l'exemple du tabagisme parce qu'il est très frappant, sur comment on peut faire pour passer sous la ligne de flottaison du cerveau. J'ai perdu personne ? Cool. On
On m'a dit, quand ils voudront que t'arrêtes, ils te diront et tu t'arrêteras, parce que je crois que j'ai débordé un peu sur l'heure qui était prévue. Mais bon. Donc vous m'arrêtez, hein, quand vous en avez marre, on s'en va, tout ça. Rapide, quand tu vois des neurochirurgiens travailler comme ça, travailler bonjour, t'es inquiet en me disant si un jour j'ai à passer sur le billard, comment ils travaillent? Non. T'as entendu, non? Oui, je travaille dans un service de neurochirurgie, donc je me ferai opérer par mon pote, donc le problème n'est pas là. Non, ce qui m'inquiète, c'est pas la qualité de ces gens-là à pouvoir opérer. Qu'à la limite, ils aient une deuxième activité, c'est pas gênant. Moi, ce qui me gêne, c'est que ces gens-là, d'abord, souvent, alors, lui, il est belge, je sais pas comment ça se passe en Belgique, mais souvent, ces gens-là, qu'ils soient neurochirurgiens, qu'ils soient neurologues ou autres, ont été formés dans nos universités, sur des fonds publics, etc., etc., que la majeure partie de cette recherche vient de la recherche notamment publique, même s'il y a une grosse partie de la recherche qui est privée. Et surtout, ce qui me gêne, c'est qu'on mette encore une fois au service de ces buts-là, vraiment tout ce qu'on a pu en prendre, et tout ce qu'on sait des failles du cerveau. Et encore une fois, c'est vraiment dénier le choix aux gamins. Je vais prendre juste un exemple bref. Nos goûts, ils se forment très tôt. La publicité, contrairement à ce qu'on dit, je reviendrai sur l'obésité, pas longtemps, n'y comptez pas. Nos goûts, ils se forment très tôt. Et la publicité participe profondément à la formation de ce goût. Je vais prendre un exemple qui n'est pas lié à la télé, mais qui est parlant. Vous avez déjà goûté du ketchup? Franchement, c'est pas super. Vous avez déjà goûté du ketchup à la vanille? C'est un cauchemar. Ils ont trouvé que sur un segment de population d'un âge donné en Allemagne, le ketchup à la vanille faisait un malheur. Juste eux. Donc ils se sont demandé, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi eux? Ils ont cherché, ils se sont gratté la tête. Ils devaient être fonctionnaires comme moi, ils avaient du temps. Et au bout d'un moment, ils ont trouvé et ils ont fait ils se sont aperçus que ces gamins-là, ces gens qui étaient trentenaires ou quarantenaires maintenant, qui avaient gardé cette trace, c'est parce que quand ils étaient petits, ils avaient été, non pas allaités par leur mère, mais nourris au lait maternel, et que ce lait maternel, à l'époque, en Allemagne, il était parfumé à la vanille. Franchement, quand vous aimez le ketchup à la vanille, quand vous êtes grand, vous ne revenez pas derrière. Et pourtant, il y a plein de choses qui se mettent en place comme ça, dans la petite enfance. Voilà. Café à la vanille? Je peux pas dire de mal, j'ai une mère allemande. Oui. Bonjour, Jean-Louis. Ce qui m'a choqué en lisant ton livre, c'est qu'en plus, en Belgique, là, pour rentabiliser l'hôpital loue ses services, ses locaux au privé pour qu'ils puissent faire des expériences de neurochirurgie. J'ai bien compris. Il arrive qu'effectivement, dans certaines structures, les IRM notamment et un certain nombre d'unités d'imagerie médicale, oui, effectivement, puissent être sous-loués pour ce genre de manip. Ouais. Ouais, c'est grave, je trouve. Le public privé, on nous le vend tellement partout. Voilà. Et ouais. J'ai dit, je faisais pas de politique aujourd'hui. Je vais vous parler des influences de la télé, juste pour rire. Alors les influences, il y en a 3 grandes. La cognition, tout le développement intellectuel, franchement ça déguste, je vais essayer de vous le montrer. La santé, c'est un problème de santé publique majeur. Et la sociabilité et la violence, sur lequel on reviendra si on a le temps. Et vous n'êtes pas tous endormis d'ici là, etc., etc. Alors, la cognition, qu'est-ce qui déguste? Ça, c'est l'ensemble des éléments établis, très bien établis dans la littérature, de façon cohérente par plusieurs études convergentes. Le langage, l'attention, je vais en parler, la lecture, l'imagination, la créativité, ça j'en parlerai pas. Le temps consacré aux activités académiques, donc les devoirs, le fonctionnement intellectuel et l'apprentissage, ne serait-ce que les effets de la télévision sur le sommeil. Quand vous avez 800 000 gamins en France de 4 à 10 ans qui sont devant la télévision encore à 10 heures du soir et qui sont de nouveau dans la télévision le matin quand ils se lèvent à 8 heures, comment voulez-vous qu'ils fonctionnent à l'école, ces gamins? Donc des difficultés, pas que ça, mais le sommeil, l'apprentissage et les résultats scolaires. Alors je vais commencer par les résultats scolaires parce que en fait ils agrègent un peu tout ce qu'il y a avant. Parce que si avant ça dysfonctionne, vous allez voir ça sortir dans une note unique entre guillemets ou dans un résultat unique qui est le résultat scolaire. Alors c'est pas pour stigmatiser le rôle de l'école ou pour dire que les notes c'est bien ou c'est pas bien, c'est juste parce que c'est une mesure qui est relativement générale de ces choses-là. Alors d'abord un petit dessin. Il y en a qui sont psychologues parmi vous? Chouette. Ah non, zut. Bon, donc il y a un test qui n'aime pas les psychologues, mais qu'il y en a qui utilisent quand même, qui s'appelle le test du bonhomme. Le test du bonhomme, c'est simple, on demande à un gamin de dessiner un bonhomme.
Le gamin, il dessine un bonhomme, alors ça mesure plein de choses. Ça mesure son coup de crayon, mais ça mesure aussi sa représentation, ça mesure son rapport à l'autre, la représentation qu'il a de l'autre, ça représente le symbolisme. Ce test-là, il corrèle avec le test de QI, grossièrement. C'est-à-dire que les gamins qui réussissent bien à ce test, ils ont en général des QI plutôt plus élevés que la moyenne, etc. Ceux qui réussissent moins bien, bah, ils ont des QI qui sont en dessous. Donc il y en a un qui a utilisé un pédopsychiatre allemand, je crois qu'il était pédopsychiatre, qui a demandé à des gamins de faire des dessins, 5 ans. Alors les gamins, s'ils sont issus du même milieu, évidemment, sinon ça n'a pas de sens. En haut, des gamins qui regardent peu la télévision, entre guillemets, et en bas, des gamins, donc comparables en termes d'âge, de sexe, de milieu socio-culturel, qui regardent beaucoup la télévision. Voilà, donc s'il y avait alors c'est pas la meilleure étude qui a été réalisée sur le sujet, mais s'il y avait qu'un message à faire passer, il est là. Voilà. Vous précipitez pas chez vous pour faire dessiner votre enfant, si vous en avez. 5 ans. 5 ans. Voilà. Alors, je voudrais maintenant qu'on parle des résultats scolaires. Alors, pour comprendre comment ça marche, l'étude suivante, il y a plusieurs façons d'étudier la télévision. Il y en a une, ça consiste à suivre des cohortes d'enfants pendant des années. Et ils ont suivi une cohorte d'enfants pendant plus de 25 ans. Donc ils les ont pris quand ils étaient tout petits et ils ont mesuré, quand ils étaient à l'école primaire, et ils ont mesuré tout un tas de paramètres. L'âge, le sexe, le poids, le niveau socio-culturel, etc., etc. Et après ils se sont demandé, on peut, avec des outils statistiques simples, prendre en bout de chaîne un paramètre, je sais pas, est-ce qu'ils sont obèses, est-ce qu'ils réussissent à l'école, est-ce qu'ils ont des problèmes d'attention. Et il y a des outils statistiques assez simples qui permettent, parmi les paramètres qu'on a enregistrés, de savoir lesquels ont joué un rôle, et surtout quel est le poids de chacun de ces paramètres. Donc quand on vous dit c'est l'effet de la télé, c'est l'effet de la télé. Si vous dites, si vous contrôlez pas, par exemple, pour le niveau socio-culturel et que vous savez qu'il y a plus de télé dans les milieux défavorisés, ça voudra rien dire. Mais toutes les études, même si on tend à nous dire le contraire, toutes les études qui sont publiées prennent évidemment en compte ces facteurs-là et notamment le niveau socio-culturel. Sinon, ça n'a pas de sens. Vous ne publiez pas une étude dans la littérature scientifique si vous n'avez pas ça. Voilà. 1 heure de télé par jour à l'école primaire, et vous augmentez de 43%, alors une fois que vous avez pris en compte le niveau socio-culturel, l'âge, le sexe, etc., et vous augmentez de 43% vos chances de sortir de l'école sans diplôme. Si votre gamin, à la fin de l'année, il rate le bac, il y a peu de chances pour que vous disiez, que vous pensiez à la télévision qu'il a regardée quand il était à l'école primaire, et pourtant, alors ça sera pas le seul facteur, ça sera peut-être pas le seul facteur, mais c'est un facteur qui va augmenter très sérieusement les risques que ça arrive. Alors ça se comprend mieux quand je vous aurais dit ce qui se passe après. D'abord un autre exemple pour montrer que c'est bien causal. Ils ont pris des ados de 14 ans qui regardaient la télévision juste moins de 2 heures par jour. Et puis, ils les ont suivis pendant 2-3 ans. Voilà. Et ils se sont dit, il y en a qui ont augmenté leur consommation et il y en a qui l'ont diminué. Je sais pas, il y en a qui ont découvert le tennis, le baseball, ce qu'ils veulent. Et donc, ils ont moins regardé la télé. Ceux qui ont diminué leur consommation de télé, leur risque d'échec scolaire a diminué de 50%. Échec scolaire, c'est redoublement, se faire virer de l'école et se retrouver. Alors c'est une étude aux États-Unis, une note de A à F là-bas, et c'est se retrouver dans les EF, quoi. Donc voilà. Et ceux qui évidemment l'ont augmenté ont doublé leur risque d'échec scolaire sur la même période. Donc il n'y a pas plus causal que ça. La télé, je vais voir quelques facteurs. Alors je joue sur la lecture, j'en parlerai pas, juste un tas de facteurs. Je vais en voir 2, l'attention, le langage, qui sont parmi les plus touchés. Alors l'attention. L'attention, c'est génial parce que il y a une mère qui m'a dit l'autre jour, franchement, si la télé ça pourrit l'attention, c'est pas vrai, j'y crois pas. Je prends mon gamin, je le mets sur une chaise, je le mets en face d'un jeu vidéo ou d'un dessin animé, je reviens 3 heures après, il est toujours devant, il n'a pas de problème d'attention. Voilà. Donc, il y a 2 types d'attention. Il y a l'attention qui est une attention captée, c'est l'environnement qui va venir capter votre attention. Ça démarre du mollusque qui se tourne vers le soleil. Vous l'avez chez le rat, le chat, le primate, tout ce que vous voulez, jusqu'au bonhomme. Quand votre gamin il naît, il est livré avec un système à tout à l'heure, notamment je prends l'exemple du tabagisme parce qu'il est très frappant, sur comment on peut faire pour passer sous la ligne de flottaison du cerveau. J'ai perdu personne? Cool. On m'a dit, quand ils voudront que tu arrêtes, ils te diront et tu t'arrêteras, parce que je crois que j'ai débordé un peu sur l'heure qui était prévue. Mais bon. Donc vous m'arrêtez, hein, quand vous en avez marre, on s'en va, tout ça. Rapide, quand tu vois des neurochirurgiens travailler comme ça, travailler bonjour, t'es inquiet en me disant si un jour j'ai à passer sur le billard, comment ils travaillent? Non. T'as entendu, non? Oui, je travaille dans un service de neurochirurgie, donc je me ferai opérer par mon pote, donc le problème n'est pas là.
Non, ce qui m'inquiète, c'est pas la qualité de ces gens-là à pouvoir opérer. Qu'à la limite, ils aient une deuxième activité, c'est pas gênant. Moi, ce qui me gêne, c'est que ces gens-là, d'abord, souvent, alors, lui, il est belge, je sais pas comment ça se passe en Belgique, mais souvent, ces gens-là, qu'ils soient neurochirurgiens, qu'ils soient neurologues ou autres, ont été formés dans nos universités, sur des fonds publics, etc., etc., que la majeure partie de cette recherche vient de la recherche, notamment publique, même s'il y a une grosse partie de la recherche qui est privée. Et surtout, ce qui me gêne, c'est qu'on mette encore une fois au service de ces buts-là vraiment tout ce qu'on a pu en prendre et tout ce qu'on sait des failles du cerveau. Et encore une fois, c'est vraiment dénier le choix aux gamins. Je vais prendre juste un exemple bref. Nos goûts, ils se forment très tôt. La publicité, contrairement à ce qu'on dit, je reviendrai sur l'obésité, pas longtemps, n'y comptez pas. Nos goûts, ils se forment très tôt. Et la publicité participe profondément à la formation de ce goût. Je vais prendre un exemple qui n'est pas lié à la télé, mais qui est parlant. Vous avez déjà goûté du ketchup? Franchement, c'est pas super. Vous avez déjà goûté du ketchup à la vanille? C'est un cauchemar. Ils ont trouvé que sur un segment de population d'un âge donné en Allemagne, le ketchup à la vanille faisait un malheur. Juste eux. Donc ils se sont demandé, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi eux? Ils ont cherché, ils se sont gratté la tête. Ils devaient être fonctionnaires comme moi, ils avaient du temps. Et au bout d'un moment, ils ont trouvé et ils ont fait ils se sont aperçus que ces gamins-là, ces gens qui étaient trentenaires ou quarantenaires maintenant, qui avaient gardé cette trace, c'est parce que quand ils étaient petits, ils avaient été, non pas allaités par leur mère, mais nourris au lait maternel, et que ce lait maternel, à l'époque, en Allemagne, il était parfumé à la vanille. Franchement, quand vous aimez le ketchup à la vanille, quand vous êtes grand, vous ne revenez pas derrière. Et pourtant, il y a plein de choses qui se mettent en place comme ça dans la petite enfance. Voilà. Café à la vanille? Je peux pas dire de mal, généralement. Oui. Bonjour, Jean-Louis. Ce qui m'a choqué en lisant ton livre, c'est qu'en plus, en Belgique, là, pour rentabiliser l'hôpital loue ses services, ses locaux au privé pour qu'ils puissent... Et tu t'arrêteras, parce que je crois que j'ai débordé un peu sur l'heure qui était prévue. Mais bon. Donc vous m'arrêtez, quand vous en avez marre, on s'en va, tout ça. Rapide, quand tu vois des neurochirurgiens travailler comme ça, travailler bonjour, t'es inquiet en me disant si un jour j'ai à passer sur le billard, comment ils travaillent? Non. T'as entendu, non? Oui, je travaille dans un service de neurochirurgie, donc je me ferai opérer par mon pote, donc le problème n'est pas là. Non, ce qui m'inquiète, c'est pas la qualité de ces gens-là à pouvoir opérer. Qu'à la limite, ils aient une deuxième activité, c'est pas gênant. Moi, ce qui me gêne, c'est que ces gens-là, d'abord, souvent, alors, lui, il est belge, je sais pas comment ça se passe en Belgique, mais souvent, ces gens-là, qu'ils soient neurochirurgiens, qu'ils soient neurologues ou autres, ont été formés dans nos universités, sur des fonds publics, etc., etc., que la majeure partie de cette recherche vient de la recherche, notamment publique, même s'il y a une grosse partie de la recherche qui est privée. Et surtout, ce qui me gêne, c'est qu'on mette encore une fois au service de ces buts-là vraiment tout ce qu'on a pu en prendre et tout ce qu'on sait des failles du cerveau. Et encore une fois, c'est vraiment dénier le choix aux gamins. Je vais prendre juste un exemple bref. Nos goûts, ils se forment très tôt. La publicité, contrairement à ce qu'on dit, je reviendrai sur l'obésité, pas longtemps, n'y comptez pas. Nos goûts, ils se forment très tôt. Et la publicité participe profondément à la formation de ce goût. Je vais prendre un exemple qui n'est pas lié à la télé, mais qui est parlant. Vous avez déjà goûté du ketchup? Franchement, c'est pas super. Vous avez déjà goûté du ketchup à la vanille? C'est un cauchemar. Ils ont trouvé que sur un segment de population d'un âge donné en Allemagne, le ketchup à la vanille faisait un malheur. Juste eux. Donc ils se sont demandé, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi eux? Ils ont cherché, ils se sont gratté la tête. Ils devaient être fonctionnaires comme moi, ils avaient du temps. Et au bout d'un moment, ils ont trouvé et ils ont fait ils se sont aperçus que ces gamins-là, ces gens qui étaient trentenaires ou quarantenaires maintenant, qui avaient gardé cette trace, c'est parce que quand ils étaient petits, ils avaient été, non pas allaités par leur mère, mais nourris au lait maternel, et que ce lait maternel, à l'époque, en Allemagne, il était parfumé à la vanille. Franchement, quand vous aimez le ketchup à la vanille, quand vous êtes grand, vous ne revenez pas derrière. Et pourtant, il y a plein de choses qui se mettent en place comme ça dans la petite enfance. Voilà. Café à la vanille? Je peux pas dire de mal, généralement. Oui. Bonjour, Jean-Louis. Ce qui m'a choqué en lisant ton livre, c'est qu'en plus, en Belgique, là, pour rentabiliser l'hôpital loue
ces services, ces locaux au privé pour qu'ils puissent faire des expériences de neurochirurgie. J'ai bien compris. Il arrive qu'effectivement, dans certaines structures, les IRM notamment et un certain nombre d'unités d'imagerie médicale, oui, effectivement, puissent être sous-loués pour ce genre de manip, ouais. Contrairement à ce qu'on nous dit de ce qui arrive à nos enfants. Et j'y reviendrai tout à l'heure, notamment je prends l'exemple du tabagisme parce qu'il est très frappant, sur comment on peut faire pour passer sous la ligne de flottaison du cerveau. J'ai perdu personne? Cool. On m'a dit, quand ils voudront que tu arrêtes, ils te diront et tu t'arrêteras, parce que je crois que j'ai débordé un peu sur l'heure qui était prévue. Mais bon. Donc vous m'arrêtez, hein, quand vous en avez marre, on s'en va, tout ça. Rapide, quand tu vois des neurochirurgiens travailler comme ça, travailler bonjour, t'es inquiet en me disant si un jour j'ai à passer sur le billard, comment ils travaillent? Non. T'as entendu, non? Oui, je travaille dans un service de neurochirurgie, donc je me ferai opérer par mon pote, donc le problème n'est pas là. Non, ce qui m'inquiète, c'est pas la qualité de ces gens-là à pouvoir opérer. Qu'à la limite, ils aient une deuxième activité, c'est pas gênant. Moi, ce qui me gêne, c'est que ces gens-là, d'abord, souvent, alors, lui, il est belge, je sais pas comment ça se passe en Belgique, mais souvent, ces gens-là, qu'ils soient neurochirurgiens, qu'ils soient neurologues ou autres, ont été formés dans nos universités, sur des fonds publics, etc., etc., que la majeure partie de cette recherche vient de la recherche, notamment publique, même s'il y a une grosse partie de la recherche qui est privée. Et surtout, ce qui me gêne, c'est qu'on mette encore une fois au service de ces buts-là, vraiment tout ce qu'on a pu en prendre, et tout ce qu'on sait des failles du cerveau. Et encore une fois, c'est vraiment dénier le choix aux gamins. Je vais prendre juste un exemple bref. Nos goûts, ils se forment très tôt. La publicité, contrairement à ce qu'on dit, je reviendrai sur l'obésité, pas longtemps, n'y comptez pas. Nos goûts, ils se forment très tôt. Et la publicité participe profondément à la formation de ce goût. Je vais prendre un exemple qui n'est pas lié à la télé, mais qui est parlant. Vous avez déjà goûté du ketchup? Franchement, c'est pas super. Vous avez déjà goûté du ketchup à la vanille? C'est un cauchemar. Ils ont trouvé que sur un segment de population d'un âge donné en Allemagne, le ketchup à la vanille faisait un malheur. Juste eux. Donc ils se sont demandé, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi eux? Ils ont cherché, hein, ils se sont grattés la tête. Ils devaient être fonctionnaires comme moi, ils avaient du temps. Et au bout d'un moment, ils ont trouvé et ils ont fait ils se sont aperçus que ces gamins-là, ces gens qui étaient trentenaires ou quarantenaires maintenant, qui avaient gardé cette trace, c'est parce que quand ils étaient petits, ils avaient été, non pas allaités par leur mère, mais nourris au lait maternel, et que ce lait maternel, à l'époque, en Allemagne, il était parfumé à la vanille. Franchement, quand vous aimez le ketchup à la vanille, quand vous êtes grand, vous ne revenez pas derrière. Et pourtant, il y a plein de choses qui se mettent en place comme ça, dans la petite enfance. Voilà. Café à la vanille? Je peux pas dire de mal, j'ai une mère allemande. Oui. Bonjour, Jean-Louis. Ce qui m'a choqué en lisant ton livre, c'est qu'en plus, en Belgique, là, pour rentabiliser l'hôpital loue ses services. Donc dire, comme je l'ai entendu, franchement, leur supprimer la télé, c'est pas une bonne idée, ils vont tous se jeter sur Internet, c'est pas vrai. La télé, ils la regardent plus, ils la regardent d'autant plus qu'ils passent de temps sur Internet, et c'est d'autant plus vrai que maintenant, la télévision, avant, elle vous enchaînait à votre canapé, et maintenant, elle vous suit partout. Elle vous suit sur votre ordinateur portable, sur votre téléphone portable, donc tout ça, ça va pas s'arranger, il n'y a pas d'étude en France. Il y a une étude aux États-Unis qui vient de sortir, qui montre que ces nouveaux usages, c'est-à-dire la télé en dehors du salon, celle qui vous emmenez dans votre téléphone, celle qui vous emmenez sur votre ordinateur, c'est déjà 1 heure par jour. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui sont enseignants et qui sont enseignants universitaires, université extraordinaire. Il a fallu mettre des ordinateurs partout parce que les étudiants ne peuvent plus écrire. Maintenant, ils tapent avec des claviers. Et quand vous passez dans les rangées comme ça, les ordinateurs ils se ferment tous les uns après les autres. Et de temps en temps, vous avez un demeuré qui s'est endormi. Et vous avez au choix un match de foot. La dernière fois, c'était Lens, etc., etc. Donc vous n'êtes jamais en retard d'une guerre. Donc voilà. Donc quelle que soit la catégorie d'âge, ça augmente. Pour les 50 ans et plus, ça a augmenté de quasiment 25 minutes. C'est-à-dire qu'on regarde de plus en plus la télévision, quel que soit notre âge. Et ça, c'est vraiment un message important parce qu'on a tendance à nous dire que ce n'est pas très vrai. Voilà. Alors celle-là, je l'aime. Quand vous allez faire une conf sur la télévision, les gens vous disent « Ouais, mais oh, garçon, c'est culturel la télévision. » Il y a des super films. Il y a des documentaires aux petits oignons. Et voilà, un petit sondage IFOP qui, moi, me fait mourir de rire. Donc quand vous demandez aux gens ce qu'ils aiment à la télévision, ils aiment les documentaires. Le cinéma, mais le bon. Pas Rocky, le vrai cinéma, le truc d'auteur, quoi.
Et alors ce qu'ils détestent, mais alors vraiment ce qu'ils vomissent par-dessus tout, c'est la télé-réalité tout en bas, vous le voyez peut-être pas là, mais le petit truc là qui a peine à dépasser, là, qui ressemble à un zizi tout mou, c'est la télé-réalité. Voilà. Et alors quand vous demandez aux gens vraiment ce qu'ils aiment comme documentaire, ils vont vous dire les voyages, la découverte, les trucs sur les animaux, l'histoire. L'histoire ça tombe bien, il y en a plus à l'école, mais il y en a à la télé maintenant. Les arts, la musique, le théâtre, bref. Voilà à quoi ressemble notre télévision et ce que sont les souhaits des gens. Et voilà les chaînes qu'aiment les gens parce qu'elles y trouvent des bons documentaires. Arte, 45%. Un carton, première chaîne. Cherchez pas TF1, ils sont tout en bas. Là. Voilà. Donc personne ne regarde TF1. Et Planète, les gens aiment bien Planète. Voilà. Alors ça, j'ai pas pu vous mettre les 100, mais ça vient de sortir. C'est les 100 meilleures audiences de l'année passée, ça c'est les 20. Cherchez pas les documentaires, ils y sont pas. Vous en trouverez pas. C'est un mystère des sondages. Alors vous trouverez du rugby, vous trouverez Claire Chazal accouchant DSK sur son canapé, et vous trouverez des super films d'auteurs, Le Mentaliste, Dr House, Esprit criminel, j'ai jamais vu, mais ça doit être du même acabit, je pense, et encore du rugby. Et c'est pareil dans les 100. Donc si vous cherchez un documentaire dans les 100, c'est même pas la peine de vous déplacer, vous l'aurez pas. Et voilà les audiences réelles. Alors je vous rappelle quand même celle-là. Nous avons plébiscité Arte quand même. Alors Arte. C'est qu'en plus, en Belgique, là, pour rentabiliser l'hôpital loue ses services, ses locaux au privé pour qu'ils puissent faire des expériences de neurochirurgie. C'est bien compris? Il arrive qu'effectivement, dans certaines structures, les IRM notamment et un certain nombre d'unités d'imagerie médicale, oui, effectivement, puissent être sous-loués pour ce genre de manip. Ouais. Ouais, c'est grave, je trouve. Le public privé, on nous le vend tellement partout. Voilà. Et ouais. J'ai dit que je faisais pas de politique aujourd'hui. Je vais vous parler des influences de la télé, juste pour rire. Alors les influences, il y en a 3 grandes. La cognition, tout le développement intellectuel, franchement ça déguste, je vais essayer de vous le montrer. La santé, c'est un problème de santé publique majeur. Et la sociabilité et la violence, hein, sur lequel on reviendra si on a le temps. Et vous n'êtes pas tous endormis d'ici là, etc., etc. Alors, la cognition, qu'est-ce qui déguste ? Ça, c'est l'ensemble des éléments établis, très bien établis dans la littérature, de façon cohérente par plusieurs études convergentes. Le langage, l'attention, j'en parlais, la lecture, l'imagination, la créativité, ça n'en parlerai pas. Le temps consacré aux activités académiques, donc les devoirs, le fonctionnement intellectuel et l'apprentissage, ne serait-ce que les effets de la télévision sur le sommeil. Quand vous avez 800 000 gamins en France de 4 à 10 ans qui sont devant la télévision encore à 10 heures du soir et qui sont de nouveau dans la télévision le matin quand ils se lèvent à 8 heures, comment voulez-vous qu'ils fonctionnent à l'école, ces gamins ? Donc des difficultés, pas que ça, mais le sommeil, l'apprentissage et les résultats scolaires. Alors je vais commencer par les résultats scolaires parce que en fait ils agrègent un peu tout ce qu'il y a avant. Parce que si avant ça dysfonctionne, vous allez voir ça sortir dans une note unique entre guillemets ou dans un résultat unique qui est le résultat scolaire. Alors c'est pas pour stigmatiser le rôle de l'école ou pour dire que les notes c'est bien ou c'est pas bien, c'est juste parce que c'est une mesure qui est relativement générale de ces choses-là. Alors d'abord un petit dessin. Il y en a qui sont psychologues parmi vous ? Chouette. Ah non, zut. Bon, donc il y a un test qui n'aime pas les psychologues, mais qu'il y en a qui utilisent quand même, qui s'appelle le test du bonhomme. Le test du bonhomme, c'est simple, on demande à un gamin de dessiner un bonhomme. Le gamin, il dessine un bonhomme, alors ça mesure plein de choses. Ça mesure son coup de crayon, mais ça mesure aussi sa représentation, ça mesure son rapport à l'autre, la représentation qu'il a de l'autre, ça représente le symbolisme. Ce test-là, il corrèle avec le test de QI, grossièrement. C'est-à-dire que les gamins qui réussissent bien à ce test, ils ont en général des QI plutôt plus élevés que la moyenne, etc. Ceux qui réussissent moins bien, bah, ils ont des QI qui sont en dessous. Donc il y en a un qui a utilisé un pédopsychiatre allemand, je crois qu'il était pédopsychiatre, qui a demandé à des gamins de faire des dessins 5 ans. Alors les gamins, s'ils sont issus du même milieu, évidemment, sinon ça n'a pas de sens. En haut, des gamins qui regardent la recherche notamment publique, même s'il y a une grosse partie de la recherche qui est privée. Et surtout, ce qui me gêne, c'est qu'on mette encore une fois au service de ces buts-là vraiment tout ce qu'on a pu en prendre et tout ce qu'on sait des failles du cerveau. Encore une fois, c'est vraiment dénier le choix aux gamins. Je vais prendre juste un exemple bref. Nos goûts, ils se forment très tôt. La publicité, contrairement à ce qu'on dit, je reviendrai sur l'obésité, pas longtemps, n'y comptez pas. Nos goûts, ils se forment très tôt et la publicité participe profondément à la formation de ce goût.
Je vais prendre un exemple qui n'est pas lié à la télé, mais qui est parlant. Vous avez déjà goûté du ketchup? Franchement, c'est pas super. Vous avez déjà goûté du ketchup à la vanille? C'est un cauchemar. Ils ont trouvé que sur un segment de population d'un âge donné en Allemagne, le ketchup à la vanille faisait un malheur. Juste eux. Donc ils se sont demandé, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi eux? Ils ont cherché, ils se sont gratté la tête. Ils devaient être fonctionnaires comme moi, ils avaient du temps. Et au bout d'un moment, ils ont trouvé et ils ont fait ils se sont aperçus que ces gamins-là, ces gens qui étaient trentenaires ou quarantenaires maintenant, qui avaient gardé cette trace, c'est parce que quand ils étaient petits, ils avaient été, non pas allaités par leur mère, mais nourris au lait maternel, et que ce lait maternel, à l'époque, en Allemagne, il était parfumé à la vanille. Franchement, quand vous aimez le ketchup à la vanille, quand vous êtes grand, vous ne revenez pas derrière. Et pourtant, il y a plein de choses qui se mettent en place comme ça dans la petite enfance. Voilà. Café à la vanille? Je peux pas dire de mal, j'ai une mère allemande. Oui. Bonjour, Jean-Louis. Ce qui m'a choqué en lisant ton livre, c'est qu'en plus, en Belgique, là, pour rentabiliser l'hôpital loue ses services, ses locaux au privé pour qu'ils puissent faire des expériences de neurochirurgie. J'ai bien compris? Il arrive qu'effectivement, dans certaines structures, les IRM notamment, et un certain nombre d'unités d'imagerie médicale, oui, effectivement, puissent être sous-louées pour ce genre de manip. Ouais. Ouais, c'est grave, je trouve. Le public privé, on nous le vend tellement partout. Voilà. Et ouais. J'ai dit que je faisais pas de politique aujourd'hui. Je vais vous parler des influences de la télé, juste pour rire. Alors les influences, il y en a 3 grandes. La cognition, sur tout le développement intellectuel, franchement ça déguste, je vais essayer de vous le montrer. La santé, c'est un problème de santé publique majeur. Et la sociabilité et la violence, sur lequel on reviendra si on a le temps. Et vous n'êtes pas tous endormis d'ici là, etc., etc. Alors, la cognition, qu'est-ce qui déguste? Ça, c'est l'ensemble des éléments établis, très bien établis dans la littérature, de façon cohérente par plusieurs études convergentes. Le langage,